journal. Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. Au sommaire de ce jeudi, de la fumée en l'air depuis 1h du matin à Lubumbashi. Un violent incendie s'est déclaré dans l'immeuble Jambo Mart abritant les activités commerciales. La cause de ce drame reste encore inconnue, mais selon le témoin, le feu serait parti d'une boulangerie logée dans cet immeuble. Pas de perte en vies humaines, plusieurs dégâts matériels enregistrés. Le bilan reste encore provisoire. Alerté, les pompiers sont déjà sur place pour maîtriser la flamme. On en parle au début de ce journal. Également au sommaire, un quatrième coup d'épée dans l'eau contre le gouverneur du Sud Kivu. Une quatrième tentative de déchéance une fois de plus échouée. Déchu au mois de novembre dernier, Deungwa Bijekasi vient d'être réhabilité par la Cour constitutionnelle suite à certaines irrégularités observées lors de sa motion de défiance. Reportage à suivre dans ce journal. Et enfin, de pas des géants s'effondrent dans différents chantiers en Ituri où s'exécutent les travaux de construction des ouvrages dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Les travaux de construction des écoles, centres de santé et routes sont déjà en leur dernière ligne droite. La livraison des sous-ouvrages est prévue pour ce mois d'avril pour le mois d'avril de cette année. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio-télévision nationale congolaise. En mission de travail en RDC, une délégation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a été reçue hier dans la soirée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette rencontre a permis à cette délégation de recueillir les attentes du garant de la nation et de la population congolaise sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC. Suivez. Sont venus recueillir des informations de première main sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ces 15 membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en mission de travail en RDC ont été reçus dans la soirée de ce mercredi 22 mars 2023 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des informations claires et précises sur les attentes de la population congolaise et de ses autorités ont été données à cette délégation par le chef de l'État. La rencontre avec son Excellence le président de la République de la RDC a été fructueuse parce que maintenant nous partons avec une connaissance parfaite des attentes de la population congolaise vis-à-vis du CPS. À l'étape de Goma, a fait remarquer le chef de cette délégation, les membres du Conseil de paix et de sécurité qui y avaient séjourné disent avoir été choqués par la situation humanitaire qualifiée de désastreuse. Nous avons été à Goma, où nous sommes allés voir, constater de visu la situation humanitaire que je qualifie de désastreuse, inhumaine, qui est en train de sévir dans cette partie d'Afrique. Et nous avons pu nous entretenir avec des victimes de cette barbarie humaine. Et nous partons convaincus de l'urgence de la résolution de cette crise. Après avoir suffisamment recueilli les informations de sécurité, devra élaborer un rapport circonstancié. Les informations que nous avons recueillies sont publiques, mais elles seront publiées dans un rapport que nous devons d'abord rédiger et transmettre à qui de droit. Et vous savez, tous les rapports du Conseil de paix et de sécurité sont aussi mis à la consommation publique. En attendant ce document, le Conseil de paix et de sécurité de l'UA dit exprimer toute sa compassion à la République démocratique du Congo. Coup de tonnerre, le contrat signé entre le gouvernement congolais et les entreprises chinoises en 2008 dans la gestion de ressources naturelles de la RDC en pleine révisitation suite à certains déséquilibres dégagés autour du directeur de cabinet du chef de l'État Guilain Nyembo. Le membre du gouvernement et ceux de l'inspection générale de finances examinent ces contrats afin d'éliminer certaines taches noires. Suivez. Cette réunion fait suite à l'instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, faite au dernier Conseil des ministres tenu la semaine dernière au sujet de l'impérieuse nécessité de revisiter le contrat chinois afin de rééquilibrer les avantages entre les différentes parties. Un début de processus qui est amorcé ce mercredi avec cette séance de travail marathon présidée par le directeur de cabinet du président de la République qu'accompagnaient ses 3 adjoints.
Autour d'une même table, 3 membres du gouvernement, les ministres d'État en charge des ITPR et sa collègue de la Justice et Garde des Sceaux, ainsi que le vice-ministre du Budget, étaient également invités à ce débat houleux qui fait encore couler encre et salive dans l'opinion. Jules Alingue Tikei, inspecteur général et chef des services de l'IGF, et les représentants des autres ministères et entreprises concernées, parmi lesquels les ministères des Mines et celui des Finances, la GECAMINE et la SICOMINE. L'IGF a présenté les conclusions de ces enquêtes, un rapport dans lequel l'institution de contrôle a mis en évidence d'importants décaissements effectués en faveur des entreprises chinoises établies en République démocratique du Congo, mais des très faibles investissements en infrastructures au profit du pays. Nous avions présenté les dysfonctionnements, les déséquilibres que le gouvernement devait examiner, éventuellement endosser pour entamer sous la houlette de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, des négociations avec la partie chinoise pour arriver à obtenir les rééquilibrages souhaités par l'autorité. Il y a tout d'abord la détermination de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Il a exprimé maintes fois, et la dernière fois lors du Conseil des ministres du 17 mars, il a souhaité qu'il y ait révisitation de cette convention. C'est-à-dire au vu des éléments de déséquilibre constatés que la partie congolaise est en train maintenant d'examiner, d'approfondir, on doit arriver à une révisitation. Et puis ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire parce que la convention elle-même, l'accord, les contrats, lui-même a prévu une révisitation lorsque l'une des parties estime qu'il y a des choses qui doivent être modifiées. La République démocratique du Congo sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un état de droit qui voudrait que le pays et son peuple tirent des dividendes de richesse qu'offrent son sol et son sous-sol. La prochaine réunion est prévue incessamment avec une commission mise en place, séance tenante. Elle a reçu mission d'apporter suffisamment de la lumière pour permettre à la RDC de rentrer dans ses droits. Je le dis au sommaire, de la fumée en l'air depuis 1h du matin à Lubumbashi. Un violent incendie s'est déclaré dans l'immeuble Jambo Mart abritant les activités commerciales. La cause de ces drames reste encore inconnue, mais selon les témoins, le feu s'est réparti d'une boulangerie logée dans cet immeuble. Pas de perte en vies humaines, plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Le bilan reste encore provisoire. Alertés, les pompiers sont déjà sur place pour maîtriser la flamme. Suivez. Devant les établissements Jambo Mart, l'un des plus grands magasins de la ville de Lubumbashi. L'incendie s'est produit ici depuis 1h du matin. Les autorités ont été tenues informées. Ils ont vite dépêché quelques camions anti-incendie. Comme vous pouvez le constater, c'est un bâtiment à 4 niveaux. Mais jusque-là, les sources concordantes signalent que le feu a commencé par la boulangerie. Le feu est parti de la boulangerie en passant par le rez-de-chaussée. Après le rez-de-chaussée, le feu est allé jusqu'au point d'attaquer le premier niveau, le deuxième niveau, jusqu'au 4e niveau. Les camions anti-incendie n'ont pas su maîtriser le feu. Vous savez, c'est un bâtiment en étage. Pour arriver à maîtriser le feu, il faut une très forte pression. Ils sont en train de se démener, ça et là, mais les dégâts matériels sont très énormes. Pas de pertes en vies humaines. Il y a eu un sapeur-pompier qui voulait intervenir, qui a eu une très forte pression d'eau et aussi avec la fumée dans les bâtiments qui a été emportée par ces fumées. Donc les autorités sont sur place. Il y a entre autres le maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, qui est sur place. Il y a le ministre provincial de l'Intérieur, Eric Moutandala, qui est aussi sur place. Les agents percepteurs ne sont plus, qui ont l'habitude d'être là tous les jours, ne sont plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le bâtiment a pris feu. Donc au jour d'aujourd'hui, pas de travaux. Au jour d'aujourd'hui, c'est le chômage qui commence pour les uns. Au jour d'aujourd'hui, c'est une perte pour les autres. Ce qui est vrai tout d'abord, c'est un message d'abord de compassion par rapport à nos amis qui venaient d'être frappés par cet incident très malheureux.
parce que les dégâts sont énormes. Alors nous leur demandons d'être vraiment sereins. Nous organisons une rencontre avec eux pour essayer un peu de réfléchir davantage. Lubumbashi, Tony Moutung, RTNC. Un quatrième coup d'épée dans l'eau contre le gouverneur du Sud Kivu. Une quatrième tentative de déchéance qui vient une fois de plus échouer. Déchu depuis le mois de novembre dernier, Théo Ngwabidje Kassi vient d'être réhabilité par la Cour constitutionnelle suite à certaines irrégularités observées lors de sa motion de défiance. Regardez. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente pour connaître de la présente requête. Dit recevable mais non fondée, les exceptions soulevées par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Dit par contre recevable et fondée la requête introduite par le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi. Dit inconstitutionnel et par conséquent nul et de nul effet la motion de censure votée le 24 novembre 2022 par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu contre le gouvernement provincial du Sud Kivu dirigé par le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi pour violation des articles 12, 13, 19 alinéa 3, 61.5 et 168 de la Constitution. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le présent arrêt sera signifié au requérant, à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'au Premier ministre. Dit qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce 22 mars 2023. Clap de fin de la troisième round des négociations entre le banc syndical de médecins et le gouvernement de la République. La mise en place immédiate d'une commission mixte chargée d'évaluation des suivis des engagements pris entre les deux parties. Parmi les recommandations de ces travaux des Bibois, travaux clôturés par le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, comme nous disent Nadine Kilocho, Cédric Kenina et Moké Maloma. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a clôturé le mercredi 22 mars 2023 les travaux de l'atelier de Bibois 3 qui ont réuni le gouvernement et les bancs syndicaux du secteur de la santé. Voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cet atelier portait sur la finalisation des négociations des avantages sociaux contenus dans les cahiers de charges des syndicats représentant le sous-secteur de la santé ainsi que de leur programmation progressive au cours de l'exercice budgétaire de l'an 2023. Au nom du Premier ministre Samalou Kondé, le VPM Jean-Pierre Liaou a, en présence du ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, et du vice-ministre du budget, Élisée Bokoumouana, salué l'esprit républicain dont les médecins, les infirmiers et autres pro-santé ont fait montre lors des échanges. Je voudrais ici, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu que ces travaux aient lieu, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, vous dire un grand merci, exprimer toute notre reconnaissance à l'endroit des partenaires sociaux que vous êtes. Je voudrais dire toute ma satisfaction de voir que nous ayons compris la nécessité de la mise en place d'une commission d'évaluation et de suivi de nos engagements afin de nous permettre d'agir pour l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Et c'est ensemble que nous allons avancer vers le progrès. Très satisfaits, les participants n'ont pas manqué de donner leur point de vue. Nous sommes satisfaits parce que nous avons atterri, surtout que l'arrêté de la commission interministérielle a été signé. Nous allons suivre ça pour que cela soit appliqué et que les médecins, en définitive, puissent être contents.
Les femmes victimes du harcèlement sexuel dans la sphère médiatique appelées à délier leur langue pour dénoncer le responsable de ces actes, c'est l'une des recommandations formulées au terme d'un atelier de 2 jours organisé à Kinshasa. Plusieurs responsables de médias et influenceuses de 13 pays francophones africains ont aussi pris part à ces assises clôturées par la première dame Denise Nyakero Tshisekedi. C'est un reportage de José Baïtouambo, Neisha Kiala et Charmalelo. Les présidents ne sont pas présidents. C'est le président Béton qui est président. Un véritable succès pour une toute première. La conférence sur le harcèlement sexuel dans la sphère médiatique s'est clôturée le mardi après 2 jours de discussions en panel, réunissant plus de 300 participants, parmi lesquels 2 journalistes venus de 13 pays francophones d'Afrique subsaharienne. Tenant compte du numérique intégré dans le thème du mois de mars, plusieurs scientifiques, chercheurs et acteurs de médias sociaux ont été associés à ces réflexions, parrainées par la distinguée première dame de la République. Du vécu, chaque panéliste et autres ont livré leurs témoignages et expériences sur la question. Il y ressort des recommandations comme celles formulées à l'endroit du gouvernement pour la mise en place de structures d'accompagnement aux victimes de violences sexuelles et d'encourager les femmes à être des ambassadrices de promotion à des postes de responsabilité dans les médias. Une autre idée a germé, celle de la mise en place de mesures de dénonciation anti-harcèlement sexuel, des politiques favorisant l'accès aux femmes à des postes de décision par méritocratie et la prise en considération de la nouvelle génération, tout en favorisant les contenus éducatifs. Les recommandations ont été remises à un membre du gouvernement qui représentait le Premier ministre, Madame la ministre de la Culture, et elle a dit dans son mot que, étant donné que elle, qui est femme et membre du gouvernement Sama, qui défend la masculinité positive prônée par le chef de l'État, des décisions seront prises immédiatement et très très vite pour que le chef puisse avancer. Les participants ont non seulement loué l'initiative de la Fondation Zakari Bababaswe, mais beaucoup plus l'engagement de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, à soutenir toute initiative des luttes pour l'égalité homme-femme, particulièrement celles qui touchent aux médias. On devrait avoir ces genres de rencontres plus qu'une fois par an. Parce que le mois de la femme, le mois de mars, je voulais dire, c'est pas la fête comme telle pour moi. C'est l'occasion de faire le point, de faire le bilan. On vient d'où? On est où? On va où? Il est toujours bon de mettre l'accent, de mettre en lumière ces réalités pour que, déjà, ceux qui font semblant de ne pas le savoir le sachent, n'aient plus d'excuses pour dire on ne savait pas. Et puis pour interpeller les décideurs, les autorités, et puis monsieur, madame, tout le monde, les populations, parce que ce sont des sujets qu'on pourra traiter que si on y va ensemble. Catherine Katungu-Foura, ministre de la Culture, a elle aussi, comme ses semblables, dénoncé ces fléaux qui dévalorisent la femme. Les conclusions de travaux ont été remises à la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, qui a accepté volontiers de les porter en forme de plaidoyer auprès du gouvernement. La FOZABA, qui a organisé ces assises, veut en faire un événement annuel pour évaluer régulièrement la situation de la femme dans les médias. Le monde face au changement climatique, l'RDC reste l'une des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique, la déforestation, la dégradation de la planète. Le président de la COP 15 l'a reconnu lors d'une conférence de presse co-animée avec les PNUD. Mamita Bangoulou pour le reportage. La République démocratique du Congo a un fort potentiel naturel et forestier et lutte contre la dégradation de son environnement. C'est le constat du président du COP 15 venu à Kinshasa pour la présentation de la Convention des Nations Unies relative à la désertification. Devant la presse, M. Alain Doyono a reconnu le fort potentiel de la RDC. Il a eu également des échanges avec le vice-premier ministre de l'Environnement, le représentant du PNUD et autres partenaires techniques et financiers, en appui à la RDC dans la protection de l'environnement. Dans son combat contre la désertification, la RDC a besoin d'un appui financier conséquent pour lui permettre de relever les défis majeurs de financement de tous les programmes et projets bancables liés à l'environnement.
Alain Doyono, était face aux élèves du lycée Sacré-Cœur de la Gombe, où il a inculqué à ses enfants l'importance de l'arbre à l'occasion de la Journée internationale de l'arbre. Au moment de quitter la RDC, il a promis un partenariat avec la RDC au bénéfice de l'Afrique et du monde. Infrastructure, 189 écoles et 124 centres de santé vont dans le prochain jour sortir de terre sur toute l'étendue de la RDC. Ceci dans le cadre du gigantesque programme de développement local de 145 territoires. Bien avant le lancement de ces travaux, les agences locales chargées d'exécuter ces travaux sont en atelier de renforcement de capacité organisé par le Bureau central de coordination, comme nous dit Jacques Kabouaba Moukoumina Sedouga dans ses reportages. Le centre Nganda dans la commune de Kintambo ici à Kinshasa a servi de cadre au séminaire de sensibilisation des agences locales d'exécution du programme de développement local PDL 145 territoires. Durant 2 jours, les séminaristes vont examiner les voies et moyens à mettre en œuvre en vue de réaliser ces vastes programmes du gouvernement dans 9 provinces et 48 territoires de la République démocratique du Congo. Donc nous devons voir comment renforcer nos relations. C'est ce que j'ai appelé l'accompagnement collaboration. Et ils exécutent les ouvrages, nous mettons le moyen, mais aussi le moyen de contrôle. On brosse toutes les matières, c'est-à-dire la mise en œuvre, c'est-à-dire la construction des ouvrages, le problème des paiements des factures, ça c'est très important, mais aussi les règles des prestations de marché, c'est un rappel. Mais aussi les procédures, le respect des procédures. Le Bureau central de coordination BESECO, avec 41 agences d'exécution, vont procéder à la construction de plusieurs infrastructures, 189 écoles et 124 centres de santé à travers le territoire national. L'histoire politique et culturelle de la RDC sera racontée dans toute sa splendeur en Angleterre au mois de juin de cette année. Ce sera lors de l'exposition London Design Biennale 2023. Le Musée national du Congo et les réseaux de télécommunications Africell viennent de signer un protocole d'accord pour la participation de la RDC à ces grandes messes culturelles. Yvette Makuntim pour le reportage. L'innovation, la créativité et la recherche en matière de design des artistes et plasticiens de la RDC, mise en évidence à la London Design Biennale 2023. Une exposition internationale qui offre à la RDC une tribune pour communiquer directement avec un public mondial dans le but de renforcer la compréhension de sa culture et sa réputation des leaders africains du design et l'innovation dans l'art plastique. Pendant 3 semaines, soit du 1er au 25 juin 2023, la RDC va se servir de ses pavillons pour explorer des solutions axées sur la conception de problèmes liés à la culture, la durabilité de l'environnement et la gestion des conflits dont elle est victime injustement dans sa partie Est. Occasion offerte à la RDC par un géant de la téléphonie mobile, Africell Group, qui, à travers son président-directeur général, Ziad Daloul, vient de signer un protocole d'accord avec l'Institut des musées nationaux de la RDC, représenté par son directeur général, Jean-Pierre Bokolompoka. Un grand projet qui mettra encore plus en lumière notre pays à travers le monde entier. Et c'est pour la toute première fois cette année que la RDC aura son propre pavillon à cet événement unique au monde. Le pavillon de la RDC donnera vie à l'esprit créatif et au génie congolais. Par ailleurs, au cours de cette biennale du design de Londres, le pavillon de la RDC va réinventer son musée national en réalité virtuelle tout en démontrant une expérience numérique futuriste qui donne vie aux diverses cultures d'Afrique centrale. Et puis, ces chiffres, 30 000 $, c'est le coût global pour la construction des nouvelles infrastructures au sein de l'Institut supérieur pédagogique de la ville de Mbandaka dans la province de l'Équateur. Les travaux ont été lancés par le directeur général de cet institut supérieur. Regardez. Ces projets d'envergure, le premier du genre, 50 ans après la création de l'école d'application de l'ISP Mbandaka, traduit la ferme volonté du comité de gestion de l'établissement de gérer autrement conformément aux recommandations du ministre du tutelle Moïndo Nzangi. Toutes les personnes qui se sont succédées, notamment le chef des sections de l'ODAP et le président du comité des parents, ont tous salué cette initiative en vue d'offrir aux apprenants des meilleures conditions d'apprentissage. Pour sa part,
le directeur général de l'ISP Mbandaka, professeur Patrick Mbawa, a renvoyé l'ascenseur aux parents pour la culture de l'excellence à travers les frais d'intervention ponctuels qui ont permis le démarrage des travaux. Évalué à 30 000 $ américains, l'établissement a déjà mobilisé 10 000 $. Le comité de gestion compte sur les partenaires éducatifs et les personnes de bonne volonté pour mobiliser le 20 000 $ restant afin d'achever les travaux. Travaux qui viennent d'être lancés lors de la pose de la première pierre par le directeur général de cet alma mater, Patrick Mbawa. L'idéal, c'est d'insérer vraiment l'EDAP sur la voie de la modernité. On ne doit plus se contenter seulement de consommer tout le budget. Un établissement fonctionne toujours avec un budget qui est à la fois un budget de consommation, mais aussi un budget d'investissement. Et c'est sur fonds propres que nous allons construire ces bâtiments de trois salles, sur fonds propres. Et dans le temps, c'est-à-dire à l'espace de 6 mois à une année, nous reviendrons ici justement pour inaugurer le bâtiment. C'est par signature sur le livre d'or de l'EDAP Mbandaka par le directeur général que s'est clôturée cette cérémonie. Merci beaucoup Iverson Kaboba pour ce reportage. Poursuivons ces journaux. Des pas des géants s'effondrent dans différents chantiers en Ituri où s'exécutent les travaux de construction des ouvrages dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Les travaux de construction des écoles, des centres de santé, des routes sont déjà en leur dernière ligne droite. La livraison de tous ces ouvrages est prévue pour le mois d'avril prochain, constat fait par une équipe du gouvernorat qui était sur place. Suivez. De la situation sécuritaire en territoire d'Irumu, dans le secteur de Baé-Massid, galvanise le programme de développement local de 145 territoires en Ituri en cette période de l'état de siège sous le commandement du lieutenant général Luboyanka Shomodjouni, où les forces armées pacifient lentement et sirément la province de l'Ituri, place à la construction des infrastructures sociales de base, notamment le centre de santé et les écoles, dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires initié par le gouvernement congolais, qui se poursuit sans désemparer au village Nyakiru et Bogoro dans le secteur de Baé-Massid. Toussaint Batumiki, l'ingénieur à pied d'œuvre de bien-être, bien vivre, là il est responsable de ces 3 sites, promet la réception technique de ces ouvrages pour le mois d'avril. Ceux qui continuent à rêver, qui continuent de rêver, parce que comme vous le voyez bien, ce n'est pas une utopie, mais c'est tout à fait une réalité. Ces ouvrages que nous personnellement, moi personnellement, j'appelle affectueusement mes enfants. Bientôt là, ils vont naître. Comme vous le voyez bien, ça évolue à un bon rythme. Ce n'est pas question de se fixer des idées ou quoi que ce soit. Voilà, les ouvrages sont là. Au vu de l'évolution des travaux sur terrain, l'érection des structures sanitaires de Nyakiru, l'école primaire et d'un centre de santé à Bogoro, le bénéficiaire ne cesse de louer cette initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, imprimée en Ituri par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Shomodjouni. Nous nous réjouissons ardemment pour l'avancement des travaux sur terrain. Nous voulons que ce travail aille jusqu'à sa finalité. Rappelons que tout ceci s'inscrit dans le cadre de la mission de suivi d'état d'avancement de travaux sur terrain par le Bureau central de coordination partenaire de mise en œuvre du PDL 145 territoires. 2 jours déjà depuis que la CENI a fermé ses portes dans l'ère opérationnelle 2. Sur ces images, nous faisons marche arrière pour vous proposer le dernier jour de l'enrôlement où la population de plusieurs groupements de la province du Kasaï a été sensibilisée sur le bien fondé de l'enrôlement par un digne office de cette province, Emani Chikandi. Plus de précisions avec Franklin et Claire Kalomba. Jour de la clôture des opérations de la révision du fichier électoral au Kasaï, Emmanuel Chikandi Kazadi sensibilise la population de Chikapa et groupements incorporés de bien comprendre l'utilité de la nouvelle carte d'électeur afin de s'enrôler massivement pour se choisir de représentants valables au niveau provincial et national, mais aussi donner un commandant au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. De Chikapa à Kabumba, son village natal, le fondateur de la fondation Emani Chikandi et initiateur de la nouvelle vision du Congo a entraîné des foules nombreuses qui lui a réservé un accueil chaleureux comme un digne fils du terroir. Le message que je peux lancer à ce jour, c'est un message de
sensibilisation de toute la population de la province du Kasaï, de pouvoir suivre les pas, avoir sa carte, parce que la carte c'est la clé de la démocratie. J'ai préféré venir m'envoler au Congo, dans un coin du Congo que j'ai trouvé normal de venir sensibiliser et donner un message fort par rapport à cette opération salvatrice qui est en train d'être opérée par les efforts de l'institution CENI et par l'appui de la présidence de la République, en l'occurrence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Après Kabumba, Emmanuel Tshikandi Kazadi a tenu un meeting populaire sur l'esplanade Kasaï Horizon dans la commune d'Embumba. Au cours de ces méga-meetings, il a encore insisté sur l'obtention de la nouvelle carte, car jusqu'à ce jour, les taux d'enrôlés restent faibles par rapport à la prévision de la CENI. Restons toujours dans ce coin du pays. Cette fois-ci, rendons-nous à Luisa, où un digne fils de ce coin, Boniface Kabanda, qui, au-delà de l'appel à l'enrôlement, a aussi sensibilisé sur les questions qui touchent au développement. Cédric Kenina. Luisa en ébullition. Hommes, femmes, enfants, tous dans les grandes artères de cette agglomération pour accueillir chaleureusement le professeur Boniface Kabanda, dit Moupé-Péasika, Nouveau Vent. Moment de communion, mais aussi d'appel à un enrôlement massif pour le soutien au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. 2023, il y aura élection. Luisa n'est plus dans l'opposition. Luisa est avec son neveu président de la République, Fachi Beton. Est-ce que vous êtes d'accord? Une visite qui voit la naissance de la Fondation Génération Kabanda pour un leadership éclairé, appelé à accompagner les actions de développement. Luisa face au développement, c'est autour de ces thèmes que Boniface Kabanda a réfléchi avec les couches sociales de Luisa sur des questions de développement. Même effervescence observée à Touloumé Centre, où il a eu un échange direct, que ce soit à Oulongo, Masuka et Kalala-Diboko. Loulou a traversé, le professeur Boniface Kabanda est arrivé dans le groupement des Ana Oulamba, à Chibomba. Partout où il est passé, un seul message, le soutien aux actions du chef de l'État avant de remettre quelques manuels scolaires et outils médicaux au centre local. Le regard de tout Congolais épris de l'amour envers son pays doit tourner sur la situation sécuritaire très préoccupante dans l'est de la RDC et non sur les élections. Ces mots sont de la présidente de la structure Inatosha de Marie-Josée Foucault lors de son échange avec la presse. Encore une fois de plus, Cédric Kenina. Un face-à-face avec la presse qui a permis à Marie-Josée Ifoku de procéder à un aperçu général de la situation du pays. Un focus a été fait sur la situation sécuritaire préoccupante dans l'est du pays. La présidente de l'ANC et du mouvement Ekoki Inatosha, après un diagnostic profond, estime que les efforts devront être consentis pour résoudre le problème sécuritaire et non au débat stérile entre politiciens concernant les élections. Au regard de la gravité, évidemment, de l'agression rwandaise dans l'Est. Nous invitons les politiciens à pouvoir se battre pour toute la population congolaise, à se battre pour protéger le Congo. Parce que si nous demeurons de la distraction, d'autres personnes viendront nous séparer et pour continuer à piller nos richesses. Parce que nous devons prendre conscience que nous sommes un pays immensement riche. C'est pour ça que nous avons tout simplement voulu conscientiser les confessions religieuses, la société civile, les femmes, la jeunesse, que nous puissions comprendre, nous sommes tous de Congolais, mettons-nous ensemble. Une série de propositions a été faite pour une cohésion au regard de l'impact de la guerre d'agression sur les élections. En tant que femme seulement, en tant que mère, connaissant, nous les mamans, comment nous aimons nos enfants, c'est pourquoi je parle de la renaissance, parce que quand on donne naissance, c'est qu'il y a quelque part de l'amour. L'éveil des consciences à travers la société civile. La population doit rester vigilant en disant non à la démagogie politicienne. Mois de mars oblige, Marie-Josée Ifoku, loin des vacarmes habituels d'épargne, lance ici un vrai débat des sociétés appelant la femme à se mettre en ordre des batailles. Construction des écoles, de routes et des ponts parmi les plaidoyers faits par la population du Kasaï lors de son échange avec un cadre des l'UDPS. Ces derniers a promis de porter haut ces cris de détresse de ses habitants
auprès des autorités compétentes une fois à Kinshasa pour une solution rapide. C'est un reportage d'Eurodépendant rendu par Dieudonné Yangumba Junior. C'est un accueil chaleureux à la hauteur d'un digne fils du terroir réservé à Crispin Mukendi, conseiller du président de la République au Collège de Mines, Énergie et Hydrocarbures par la population des Kamonia et Kamako, province du Kasaï. Les militants et militantes de l'UDPS en tête de l'accueil. Au cours du meeting, ce cadre de l'UDPS s'est livré aux préoccupations et desiderata de la population, sollicitant la construction de la route Chikapa-Kamako, des écoles, d'un centre de santé et des ponts. Condition primordiale et passage obligé pour l'amélioration de la vie socio-économique de cette population. L'émissaire du chef de l'État, dans un ton rassurant, il les a promis de rapporter leurs requêtes à la haute hiérarchie du pays, tout en les exhortant de continuer à placer leur confiance au président de la République pour tous les efforts consentis en faveur de la population congolaise. Avec la fin de l'enrôlement annoncé par la CENI dans le Kasaï, Crispin Mukendi a sensibilisé les retardataires d'aller s'enrôler massivement pendant la période de rattrapage. Seul moyen de garantir la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec une majorité confortable au Parlement. Je recevrai les notables, je recevrai les mamans, les jeunes pour écouter et ramener les desiderata de notre peuple, du Kasaï en général et de Kamako en particulier au chef de l'État Tshisekedi Tshilombo Fachi d'État. 8 motos distribuées aux sectionneurs de l'UDPS de 10 territoires de la Fédération du Kasaï 3. Question d'appuyer la redynamisation du parti à la base et assurer son implantation dans quelques villages à travers l'ensemble de la province, notamment à Chikapa et Kamoya. En colère, le chef de quartier des avenues de la commune de Lantsele était dans la rue pour dire non à toute campagne de diabolisation dont est victime le bourgmestre de leur municipalité. Une manière de témoigner leur reconnaissance à celui qui, en si peu de temps, pose déjà des jalons pour moderniser cette commune. Plus de précision avec Alain Bikaï. Ils étaient dans les rues de leur municipalité le mercredi 22 mars dernier pour manifester leur soutien indéfectible au bourgmestre de la commune de Lantsele, Franck Modzola Messo, victime d'une campagne de sable orchestrée par ses détracteurs. Pour ces chefs de quartier et de rue, réunis au sein des dynamiques de soutien au bourgmestre de la commune de Lantsele, le bourgmestre Franck Mo est victime de sa gestion orthodoxe de cette municipalité. Dans peu de temps, ce jeune bourgmestre natif de Lantsele a réussi à réaliser les miracles. La commune de Lantsele a désormais un bourgmestre qui est venu implémenter le développement à la base, tel que prôné par les chefs de l'État. 3 mois à la tête de la commune de Lantsele, réhabiliter la maison communale de Lantsele. Une chose qui ne s'est pas faite depuis plusieurs décennies. Impulsé pour la toute première fois la justice congolaise dans sa municipalité d'organiser des audiences foraines pour juger et condamner les Koulouna. Qu'au sommet de la commune de Lantsele, il n'y a pas un chef coutumier comme bourgmestre, mais bien plus un digne fils d'un coutumier rempli de ses droits civiques et politiques dans nos quartiers respectifs. Aucune parcelle ni terrain ou concession n'a jamais été ravi par les bourgmestres de la commune de Lantsele. Qui fait d'ailleurs les conflits fonciers l'une de ses priorités dans la lutte contre les antivalaires. Une sévère mise en garde a été adressée à tous ceux qui s'illustrent par la diffamation dans les réseaux sociaux et médias contre ces jeunes cadres de l'UDPS. Cette nouvelle avant de boucler ce journal, l'RDC reçoit la Mauritanie demain vendredi à 14h heure de Kinshasa. Match comptant pour la 3e journée des phases éliminatoires Cannes 2024. Les sélectionneurs de Léopard, Sébastien Desabre et le capitaine Chancel Mbemba étaient aujourd'hui en conférence de presse d'avant-match. Moral en berne, il rassure la population de la victoire pour permettre à la RDC de relever la tête pour continuer à rêver une éventuelle qualification. Vous les entendrez dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement ce journal. Merci de nous avoir suivis. Ce journal a été réalisé par Pascal Chichon, Natacha Machini, Rebecca Kikoumale et Myriam Oseya. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. À retrouver à 19h à Nimbalaka, 20h Joseph Oscar Mbalkaïj. Au revoir.